Hadouken! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour un entretien avec Monsieur Jordi Asensio, qui est développeur au sein de Dotemu Guard Crush et qui va nous parler des productions Dotemu. Et pour cet entretien, j'ai le poteau Gemuoni. Comment vas-tu, Ninja? Salut, ça va très bien. Et vous, comment vous allez? Très bien. Comment Super, vas-tu, super. Super. Nickel. Très bien, donc Jordi, si on t'a fait venir, du moins, j'ai eu la chance de te rencontrer lorsque j'ai participé à un live avec toi pour parler de la saga Streets of Rage sur la chaîne de Rétro Bonheur. Et puis, on a discuté un petit peu, puis je t'ai demandé si ça t'intéresserait de venir faire un petit entretien avec moi pour parler un peu plus de ce que toi tu fais, pas venir forcément sur Streets of Rage, mais sur l'ensemble de ce que tu fais. Et donc, voilà, j'avais envie de te mettre un petit peu en avant et de parler de tes productions. Donc, voilà, je suis très content de t'avoir. Merci à toi. Donc, voilà. Alors, on te connaît au sein de Dotemu Guard Crush. Alors, c'est plus Guard Crush, on dirait, ou Dotemu, c'est l'éditeur? Moi, je suis salarié de Dotemu. Voilà. Et je suis le cofondateur de Guard Crush. D'accord. Guard Crush, c'est un studio au sein qui travaille pour Dotemu. Oui, pas exclusivement, mais c'est un studio qui est basé à Montréal, que j'ai créé avec mon ami d'enfance Cyril Lagarrigue, et avec qui donc on a fait une coproduction avec Dotemu. D'accord, très bien. Ce que je voulais revenir un petit peu sur ta carrière. Je sais qu'on en a parlé légèrement, vite fait, on a effleuré le sujet pendant le live de Streets of Rage qu'on avait fait ensemble. Mais j'aimerais que tu parles un petit peu du début de ta carrière, de comment on t'a connu, avec un jeu complètement what the fuck au début. Donc, qu'est-ce que tu peux parler un peu de ça? En fait, ça revient à la rencontre un peu entre Cyril Lagarrigue et moi, Ouais. quand on était tout jeunes, parce qu'on s'est rencontrés, on était au CM2. Au fur et à mesure où on avançait, lui, il s'est orienté vers des études d'ingénieur informaticien et moi de cinéma. Et en fait, je faisais des courts-métrages amateurs. Et en fait, lui, il s'amusait à développer les jeux des courts-métrages. Donc, on avait déjà cette petite synergie où, moi, j'allais écrire l'histoire du truc, filmer des machins, parce que ni lui ni moi ne savons dessiner dans l'histoire. Donc, quand on voulait se faire des jeux, c'était toujours, on se filmait. Et à l'époque, c'était même pas ça. J'avais un appareil photo numérique, un des premiers. C'était un truc énorme qui prenait des photos en 128, en 320 peut-être, par 320 trucs dégueulasses. Et après, derrière, c'était le Photoshop de l'époque. Donc, il fallait détourer au pixel, à la main, à la souris pendant des heures pour se faire une petite animation en 2 frames. Et on a commencé à faire des petits jeux comme ça. Voilà, puis on a chacun suivi notre carrière. Moi, j'ai fait un peu debout dans le cinéma où j'ai un peu tout fait. Puis j'ai fait monteur, etc. Et puis, sur un film où j'ai tourné avec Eric et Ramsey, je me suis dit, tiens, si on faisait un jeu Eric et Ramsey, tout ça, il y aura des trucs fun à faire. Et là, j'avais un autre pote dans une boîte qui s'appelle Cyanide Studio. J'avais fait rencontrer le tout. Et ça allait se faire, mais finalement les gens n'ont pas été dispo. Mais entre-temps, moi je suis rentré chez Cyanide un petit peu en stage. Et finalement ils m'ont gardé puisqu'ils allaient commencer à faire le jeu Game of Thrones, qui à l'époque n'était pas encore une série. C'était vraiment l'adaptation des bouquins. Ouais. Voilà. Et donc ils avaient besoin un petit peu du cachet un peu cinéma, d'une connaissance là-dessus. Donc j'ai réalisé les cinématiques du jeu Game of Thrones de Cyanide Studio. Et donc j'ai fait ma carrière à Cyanide où j'ai fait quasiment 10 ans de Cyanide Studio en faisant des cinématiques et du game design, pendant que Cyril de l'autre côté, lui, il est allé à différentes boîtes de jeux, mais notamment Ubisoft. Il a travaillé sur les Assassin's Creed. Ouais. Voilà. Et finalement, on a toujours aimé le beat'em up. Guardian Heroes, c'est notre jeu préféré.
Et on s'est toujours fait des délires de beat'em up comme ça. Et puis à un moment, on a juste fait, bah vas-y, on va se filmer. Maintenant, la technologie, elle est qu'on peut faire des animations fluides et tout. Et puis il y avait Microsoft qui lançait son concours Dream Build Play avec son environnement de développement Xena. Et il y avait un concours de développement de jeux. C'était vraiment avant que les indie games explosent, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment Xbox 360, il y avait un concours là-dessus, et on s'est dit... C'est avec le Xbox Live Arcade que ça a commencé un peu. Tout à fait, tout à fait. Et on s'est dit, bah, c'est l'occasion, on a fait un truc, une petite démo, et puis bon, bah, on était dans les finalistes, donc ça a été cool. Et puis finalement, ce jeu-là, on a décidé de le ressortir un peu sur PC, genre presque 10 ans après, en ajoutant plein de conneries, etc. C'était du vieux jeu bien dans son jus, mais voilà, on avait étoffé le gameplay, etc. Il y avait pas mal de... Il y avait un YouTuber qui s'appelle Benzaï qui avait pas mal aimé le jeu à l'époque. Ouais, il en avait parlé, Benzaï, ouais, je m'en souviens. Voilà, il soutient bien les développeurs indés de l'époque. Et donc, il était passé sur Paris, on avait décidé de le mettre dans le jeu. Et puis après, il a dit « Ah, t'es dans le jeu, moi aussi je veux être dans un jeu », etc. Il y a une espèce d'engouement qui sortait de nulle part un peu là-dessus. Et voilà, le jeu est ce qu'il est. Streets of Fury EX sur PC. Qui est, bah écoute, il y a des mecs qui y jouent tous les jours, il y a vraiment une communauté autour du jeu, quoi, parce que j'ai un peu mis tout ce que je voulais y mettre. Moi, on est des fans de Guardian Heroes et de Fatal Fury, donc on retrouve un peu ces systèmes-là dans le jeu, et voilà, quoi. Et pour te dire la connexion, après, j'ai démissionné de Cyanide, parce que moi, je voulais faire autre chose, je voulais faire vraiment en plus du jeu d'arcade, du jeu console, parce que Cyanide c'est beaucoup de RPG, de jeux très PC, quoi, et de grosses équipes. Je voulais rejoindre une petite équipe, et je voulais faire Streets of Rage, donc j'ai commencé à en parler à droite à gauche. J'ai rencontré Ben Fiquet qui est devenu le directeur artistique de Streets of Rage 4. Et on s'est parlé comme ça, on s'est dit ah bah attends, Dotemu sont peut-être en train de le faire, ou peut-être c'est Omar Cornu qui me l'a dit ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait une volonté simultanée de plein de gens de ce moment-là de le faire. Et moi, je suis rentré à Dotemu en répandant une annonce parce qu'ils voulaient faire un jeu. Je savais pas quel était ce jeu à l'époque. Il se trouve que c'est Windjammers 2. Et ils m'ont choisi. Et quand j'ai vu que ça démarrait ça, je leur ai dit bah nous, on a un moteur de beat'em up. Et je montre à mon patron, j'avais foutu les sprites dans le jeu. J'avais foutu dans Streets of Fury, j'avais un Axel qui faisait des combos de Streets of Fury dedans et tout. Et il disait bon bah le feeling il est pas dégueu. Il y a Ben Figue qui a commencé à faire un truc, on va aller voir Sega. Et puis voilà, ça s'est fait. Miraculeusement, ça s'est fait. C'était un petit peu du genre, j'étais là, tu peux pas trop y croire, quoi. En fait, il y a le côté trop beau, c'est le côté, tu vas pas faire yes, ouais, super. C'est le côté ah bon, on va le faire, ah bon, c'est incrédule, quoi, c'est le déni. Avec le recul, c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de ouf, c'est inimaginable. Moi, je me revois jouer au jeu à l'époque, inimaginable, quoi. Ouais. Le rêve de gosse, quoi. Vas-y, Gemu, t'as quelques questions, peut-être? Alors moi, oui, j'ai quelques questions. Donc, Jordi, j'aurais voulu que tu nous décrives quelle est la part du travail faite par Guard Crush et la part de travail faite par Dotemu. Parce que Lizard Cube, on sait déjà que eux, avec Ben Fiquet, ils ont plutôt géré le côté graphique, donc le dessin des sprites. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, en tout cas, sur ce que Guard Crush a fait? Tout à fait. Je peux te décrire un petit peu le montage de l'équipe. Effectivement, Lizard Cube, eux, ils ont produit les assets graphiques et ils ont donné aussi la direction, et ils étaient très impliqués dans tout ce qui est gameplay. Vraiment, on travaillait vraiment en équipe très serrée. Donc, au final, il y a eu vraiment beaucoup d'échanges tout le temps, hein. Et Guard Crush, c'est constitué de 2 personnes qui sont Beau Soleil, Samson Guillemette, qui est programmeur, et Cyril Lagarrigue, donc qui est programmeur aussi, et qui s'occupait donc de développement du moteur et des fonctionnalités gameplay, et aussi d'une expertise game design, parce que c'est pas du programmeur, si tu veux,
à la charge, quoi. C'est vraiment des gens qui réfléchissent et qui ont un sens du jeu vraiment aiguisé, pour dire, et qui connaissaient très bien les jeux d'origine. Donc c'est un peu consulting, game design si tu veux. Et chez Dotemu, il y avait moi. Et après, j'ai eu un renfort qui s'appelle Florian Harry. Et nous, on a fait tout ce qui est assemblage des assets. C'est-à-dire, on a pris les fonctionnalités gameplay et le truc, et les graphismes, et on en a fait un jeu en faisant les persos, définissant toutes les règles, etc., en scriptant les niveaux, avec les apparitions des ennemis, etc., et en définissant voilà, plein de... faire le jeu, quoi, voilà, mettre les mains dans le truc. Et après, chez Dotemu, il y a aussi la production, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont chargés que le projet soit mené à bien, de signer, et l'édition, de signer des contrats, par exemple avec le Game Pass ou des trucs comme ça, ou des partenaires d'autres pays, etc., et des éditions physiques, etc., du vrai publishing. Dotemu, c'est surtout un publisher excellent d'ailleurs. Et voilà, et comme ça, et la musique a été faite aussi par un espèce de amoncellement de choses. Ouais. C'est un gros morceau, donc je sais pas si tu veux le garder pour maintenant. Mais On va en parler tu après. me diras. On va en parler, ouais, c'est prévu. Bon, bah Donc, voilà comment. Voilà. Ouais. J'ai une autre petite question. Tu as parlé de ta rencontre avec Cyril, mais tu nous as pas parlé de la genèse de Guard Crush Games. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes parti, puisque vous êtes installé à Montréal, donc je pense que c'était aussi par rapport au crédit d'impôt, et c'est un avantage qu'il faut savoir prendre au jour d'aujourd'hui par rapport au marché, parce que sinon c'est difficile d'être compétitif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, forcément, comme Cyril était au Canada, parce qu'il est allé à Ubisoft, il était d'abord en France, à Montreuil, et puis bon, il a eu une opportunité de bouger là-bas. D'abord, il a eu des missions, il est habité dans un hôtel, et c'est là où dans l'hôtel qui faisait Streets of Fury d'ailleurs. Mmh. Et puis au final, il s'est installé là-bas, et voilà. Et à un moment, c'était juste pratique parce qu'on avait des revenus donc par Streets of Fury, Street of Fury. qui n'étaient pas énormes, mais il fallait bien que ça soit légal. Donc pour se payer, il a fallu créer une structure. Et on a regardé, on s'est dit, bon, on est quand même français, on va essayer de la créer en France pour voir. Donc on s'est regardé, bon, faut rédiger des statuts, faut payer des trucs, faut attendre. Et après, on a regardé au Canada, c'est, ah bon, en fait, ça coûte $50 et puis c'est fait dans la journée. Bon, bah peut-être on va faire ça dans un premier temps. Et finalement, on a changé de société, parce que tu sais, les trucs, les incorporated, etc., ça doit monter selon l'activité ou les chiffres d'affaires, ou je sais pas quel détail comme ça, puisque c'est plutôt Cyril qui a été dans la paperasse, malheureusement pour lui. Et bon, ça s'est fait au Canada, quoi. Et puis, et t'as raison, c'est bien pratique parce qu'il y a le crédit d'impôt qui vraiment est un sacré coup de pouce pour les développeurs, hein, là-bas, c'est sûr. Ouais, c'est clair que c'est pas évident de monter un studio, de monter une entreprise, ne serait-ce que ça. Bon, moi j'en ai déjà monté, je sais ce que c'est, mais c'est différent. Moi j'avais des entreprises commerciales, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué en France. Même si maintenant ça s'est quand même vachement facilité, mais c'est compliqué. Si là t'ouvres avec $50, tu l'as fait un peu sans calculer, vous l'avez fait comme ça, en mode il nous faut une boîte, allez bien on crée. C'est ça. C'est ça, et puis après, au fur et à mesure, bah, tu t'inscris à la guilde des développeurs. Bon, t'as du support là-bas. Par exemple, t'as des trucs qui commencent à se développer, mais t'as des avocats spécialisés dans les contrats pour le jeu vidéo, etc. Quand t'as un souci, bah, t'as toujours des gens qui ont de l'expérience et un milieu déjà des comptables spécialisés dans le jeu vidéo. Enfin, t'as quand même un truc, c'est pour ça que ça a été les leaders à un moment donné, que ça a bien fleuri là-bas et que les salaires sont compétitifs et tout ça. Il y a du talent partout de toute façon, mais là-bas, c'est vrai que c'est tentant. Ouais. Ok, très bien. Alors, moi, j'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu les 3 jeux plus ou moins qu'on va aborder pendant notre entretien. Et j'avais envie... Bon, là, tu as plus ou moins introduit de comment le projet Streets of Rage 4 a commencé. Déjà, effectivement, Streets of Fury, on va le mettre un peu à part parce qu'on a dit que tu
as expliqué que tu étais fan de Beat'em All, Beat'em Up. Moi, je dis Beat'em All. Ouais, bah pareil. Donc, de Beat'em All, mais si tu veux, comment t'en es arrivé à te dire on va faire Streets of Rage? Parce que tu aurais très bien pu dire voilà, on va faire un Beat'em All, un autre jeu. Et comment vous êtes venu à vous dire voilà, on va faire Streets of Rage? Pourquoi pas Final Fight, par exemple, ou d'autres? Bah tout simplement parce que moi je trouvais que c'était le meilleur. Voilà. Ah, Personnellement, enfin, en fait, c'est j'adore l'enfance Guardian qui a Heroes. parlé. Si tu veux, j'adore Guardian Heroes, bien Ouais, sûr. Mais ouais. après, en termes de popularité c'est un équilibre entre Guardian Heroes, c'est moins accessible et c'est quelque chose qui serait beaucoup plus. En fait, ce serait moins un exercice qui me Tu nous tenait fais à des gros cœur fucks, parce là, fais que. attention. Hmm. T'es en train de nous faire des gros fucks, là, fais attention. Avec les deux. Ouais. Donc ouais, en fait c'est ça, ça aurait été moins accessible, il y a moins de challenge, si tu veux. Là vraiment, pour moi, le beat'em up qui revient en premier, numéro 1, c'est Streets of Rage. Point barre quoi. C'est Ouais. comme tu parles d'un basketteur, tu parles du mec du milieu plutôt. Voilà. Ouais, voilà, c'est clair, c'est clair. C'est pour moi, c'est le mec du milieu, Streets of Rage. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, c'est la valeur sûre, c'est. Ah, c'est the greatest Ouais. of all time quoi. Ouais. Gimu, est-ce que tu avais des questions par rapport à Streets of Rage pour commencer? Alors, oui, j'en ai plein, mais je voudrais revenir encore sur Dotemu, parce qu'il y a une question que je trouve intéressante. Je voulais savoir comment ça a été perçu chez Dotemu, dans un monde où tous les vétérans du jeu se rongent les ongles à la recherche de jeux 2D qui font revivre leur licence préférée. Qu'est-ce que ça fait de devenir un peu une boîte étendard, une boîte porte-parole, dans un milieu où, avant Streets of Rage 4, la quasi-totalité des essais pour faire revivre des licences que l'on aime se sont soldés par de cuisants échecs. Donc, comment ça a été vécu chez Dotemu? Est-ce que ça a été la liesse et l'allégresse, une fierté? Enfin, comment ça a été vécu? Parce que Ah bah, ça a porté la société, quoi. déjà, c'est une volonté de la boîte. En fait, c'est une entreprise qui a été plus ou moins créée pour ressortir des vieux jeux sur les machines, quoi, pas avec des bidouilles d'émulation, tout ça, etc., pour Ouais, comme vraiment les jeux Neo Geo, sortir le quoi. jeu. Voilà, et notamment sur mobile aussi. C'était ça, c'est beaucoup d'émulation de la boîte. Et quand elle a été rachetée un petit peu avant que j'arrive, donc le nouveau patron Cyril Imbert, lui, il avait vraiment une volonté de dire, mais nous, on veut faire ça, quoi. On veut prendre les vieilles licences et on veut faire des suites spirituelles modernes. Et le premier coup d'essai, et d'ailleurs réussite, c'était le Dragon's Trap, le remake de Dragon's Trap. Mais ça, c'est Lizard Cube, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc c'est ce qui a permis d'avoir des bonnes relations avec Sega d'ailleurs, et des contacts, et derrière d'enchaîner avec Streets of Rage. Donc ouais, c'est une super volonté forte en fait, de pas faire les choses à moitié. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a... Enfin, ça a un peu fait peur, je pense, à Yuzo Koshiro au départ, qui est un peu frileux avec le projet, parce qu'il pensait, bon, c'est encore quoi, c'est encore un cash grab de mecs qui Tu veulent... penses? Parce que tu racontes dans un podcast qui t'a ignoré pendant longtemps Yuzo Koshiro. C'est Donc, ça, est-ce ouais. que tu penses que c'était pour cette raison? Je pense parce que en fait, dès l'instant où il a joué au jeu et qu'il nous a rencontrés, il a fait en fait, ouais, les mecs ils adorent le jeu, et voilà, le truc est bourré d'amour, et c'est pas du tout. Je suppose qu'il a dû jouer à d'autres trucs, et nous on a eu vent aussi d'autres projets qui étaient beaucoup moins nobles, on va dire. C'est ça. Et Il n'y avait c'est pas là que Priam, tu poses la on question. en a parlé. Justement, Ah, Priam devait être Streets of Rage 4 à la base. Oui, mais J'espérais. pas que ça, tu vois, des J'espérais. trucs du genre, oui, on veut faire des animations pour Pachinko. Enfin, je sais pas quel business là-dessus pour utiliser cette Ah ouais. licence-là, quoi. Et puis lui, c'est pareil, on lui parle que de ça. Donc il y a un côté, bon, bah, lâchez-moi les basques un peu. Mais quand il a vu l'amour du truc, et surtout même les musiciens qui étaient à fond, en fait, ils réalisent à peine, je pense, les développeurs japonais de l'époque, à quel point leurs travaux ont touché des gens. Moi, Ça, c'est sûr. j'en ai parlé avec la compositrice
de Panzer Dragoon, qui est une amie maintenant. Et eux, ils faisaient leur truc, ils avaient aucune idée, tu vois. Ils faisaient leur petit machin, c'était des employés de chez Sega. Ils étaient payés au cacheton, quoi. Et ils faisaient des trucs, et puis ça y est, les mecs, oh, putain, on va refaire des reprises sur YouTube et tout. Et là, effectivement, avec Internet, Twitter, machin, qui s'est un peu mondialisé, ils découvrent à peine, hein, ils sont encore dans le côté incrédule du truc, quoi. Alors, ça c'est vrai, mais pour en revenir à ma question, en fait, tu vois, Yuzo Koshiro, c'est la réaction qui montre bien qu'il y avait un certain dédain des sociétés occidentales qui reprennent les licences japonaises, parce que pour beaucoup de gens, ça va être mal fichu, ça va être mal foutu, ça va être bâclé. Alors vous qui avez réussi avec Streets of Rage 4, qu'est-ce que ça a induit chez Dotemu? Parce que tu vas pas me dire qu'il n'y avait pas un sentiment de challenge, c'est-à-dire que tout le monde vous attendait au tournant, il y avait des gens comme moi d'ailleurs, hein, qui étaient un peu sceptiques. Est-ce que vous l'avez pris comme ça? Comment ça a été vécu ce succès? On a été un peu... C'est sûr qu'on s'est posé des tas de questions, hein. Nous aussi, on avait une pression, mais il y avait le côté tellement tête dans le guidon et amour du jeu, si tu veux, qu'on était presque... Enfin, moi, j'étais presque certain d'arriver à faire un bon jeu parce que j'aimais trop le truc. Tu vois, donc j'allais faire un truc jusqu'à ce que ça soit bien, quoi, c'est sûr. Donc t'étais exigeant, quoi. Ouais, hyper exigeant, et puis confiance, pas en nous, mais en l'amour qu'on avait du truc. Donc, je voyais les gens, la communauté très bienveillante, nous aider, tu vois. Et vraiment, je me plongeais de plus en plus dans le jeu, et ça, c'était vraiment un plaisir de tous les instants. Après, je pense qu'il y a une histoire de timing aussi, puisque les gens de chez Sega, et puis nous, les gens qui nous ont aidés à Sega, qui ont porté le projet à Sega, et puis nous, en fait, c'est des gens de la même génération qui ont grandi avec ce jeu. C'est pas comme si tu avais demandé à des vétérans de l'industrie de le faire. Eux, ils ont pas le même regard. Nous, on a vraiment le regard que les gens qui vont jouer à Streets of Rage 4 vont avoir. Je suis le public du jeu. Donc, ouais. Donc c'était le moment. Voilà, c'est clair que c'est au bon moment, au bon endroit. Bah, les planètes se sont alignées, on va dire ça comme ça. Ah oui, non, mais totalement un alignement de planète, c'est sûr. Alors, moi, pour revenir à Streets of Rage 4, quand j'avais vu les premiers trailers, je me suis dit non, ils ont pas fait ça, tu vois. Tu sais, au début, c'est pour ça que ce que dit Gemu, moi, je veux raisonner par rapport à ça, parce que effectivement, moi, j'étais le premier à être sceptique. Je t'en avais parlé lors du live avec Rétro Bonheur. C'est que en voyant les premiers trailers, je me suis dit, bon, tu sais, il y a eu cette fameuse... au niveau de la direction artistique, il y avait cette fameuse un peu appréhension des gens, on en a parlé. Et en fait, après, il y a ce que j'explique à chaque fois, je pense qu'un jeu vidéo, il y a quelque chose de magique qui se passe quand tu prends la manette en main. Soit la magie, elle prend, soit elle prend pas. Moi, je le vois un peu comme ça, en fait. Et jusqu'à ce que la démo débarque. Et en fait, dès la démo, dès que j'ai mis la démo, que j'ai testé la démo, là, je me suis dit, ah, c'est quoi cette dinguerie, tu vois. Il y a, je pense à un ami à moi qui s'appelle Taki, qui est vraiment archi fan. Il t'a posé plein de questions pendant le live. Je sais pas si t'as pu voir tout. Lui, il est archi fan du jeu, de tous les Streets of Rage. Mais pour lui, son Streets of Rage préféré, c'est le 4. Et à la base, tu vois, il voulait participer parce qu'il voulait... mais bon, il est assez occupé, donc au niveau des plannings, ça aurait pas allé parce qu'il bosse de nuit en plus. Mais... lui, il est vraiment fan de ça. Et pareil, lui, il me dit, moi, j'en attendais rien. Et dès que j'ai mis les mains dessus, il y a eu cette magie qui a pris, en fait, tout de suite derrière. Donc, qu'est-ce que toi, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est, toi, quand tu as vu l'ADA, tu as participé également, tu as eu ton mot à dire là-dessus? Oui, c'est ça. Est-ce que, par rapport à ce que proposait Ben Fiquet, tu t'es opposé à des idées? Bon, bah, on discute, hein, et vice-versa, d'ailleurs. Hein. Mais de toute façon... Si à la base j'étais allé le voir, c'est que je pensais que, tu vois, il fait un remake de Dragon's Trap, donc on sait que c'est un Sega Boy. Donc on sait que c'est lui qu'il faut aller voir plutôt que quelqu'un d'autre. Et le style, je sais que ça évolue dans une prod et tout. Donc lui, il avait déjà fait des crowbars et tout avant que ça commence. Et il s'était imaginé un remake du 2. Il avait déjà fait les persos un petit peu animés avec les fringues du 2, donc il nous a montré, et puis ça bougeait bien, son style d'animation j'aime, et il est temps... Moi j'étais ouvert à ça, si tu veux. Moi ça m'a pas... J'ai plutôt confiance
comme tu dis, le produit final, je me projette, j'ai cette capacité à plus me projeter dans le jeu que peut-être des gens qui sont pas dans le métier forcément. Donc moi, quand j'ai vu le taf de Ben Fiquet, je me suis dit, ouais, ça va marcher. Ça a marché, faut le faire marcher. Il y a encore du taf parce qu'il faut l'intégrer dans le jeu. C'est toujours un sacré taf, mais ouais, ça va marcher. En plus, c'est dur de vendre un jeu avec des screenshots, surtout un jeu qui bouge comme ça. Et même si tu fais des vidéos, il faut que ça soit du 60 FPS. Et puis c'est comme il manque la part du jeu, c'est jouer. Je veux dire, tu vends un truc, mais en fait, 99% de l'expérience, c'est le jeu, quoi. Enfin bon, avec la zik qui va aller avec, tu vois, quand on a sorti le premier trailer, on a fait faire une zik par quelqu'un finalement qui n'a pas été dans l'OST. Parce que fallait que ça sorte, il y avait des plannings, etc. Il y avait des événements, peut-être des opportunités avec Nintendo d'en parler. Donc on était un petit peu dans le rush, tu vois, mais on pouvait montrer. Donc on s'est dit, c'est le moment de tremper un orteil dans la mare et de voir un peu la réaction du public, quoi. Et alors, cette réaction du public, justement, vous avez dû sentir qu'une certaine partie de la population, parce que je pense qu'en général, les gens étaient super hypés. Mais il y a quand même une partie de la population dont je faisais partie, je te l'ai dit, je le reconnais, qui pensait que le design ne correspondait pas à l'univers du jeu, en fait. Est-ce que ça, vous l'avez vraiment ressenti ou c'est quelque chose que vous avez ignoré pour avancer ? Ah non, on n'a rien ignoré du tout. Non, j'ai dû passer 48 heures éveillé sur Twitter à la sortie du trailer pour lire un max de trucs. On a tout de suite, Ben a tout de suite vu, ah ouais d'accord, ok, faut que je fasse quelques corrections, je comprends, je commence à comprendre ce que veulent les gens. Ouh là là, on n'est pas parti pour faire Adam, mais il va falloir le faire parce que sinon, au secours. Des trucs. Donc ouais, tout de suite, on s'est dit ça. Après, on a dit ok, d'accord, les gens ont l'impression que c'est du Flash, alors il nous faut quelque chose qui intègre super bien les trucs. On savait déjà qu'on allait faire quelque chose, mais là vraiment on s'est dit ok, c'est la priorité dans le développement, on va vraiment essayer de faire ça en premier pour être sûr que ça marche. Voilà, on a fait ce système d'effet de lumière qui intègre super bien les persos. Ouais, non, on a vachement écouté les gens là-dessus. Après, moi je sais que j'étais pas trop inquiet parce qu'il y avait plein de gens hypés, donc quand même t'as une grosse part de hype, ça booste plutôt qu'autre chose. Je savais que petit à petit les nouveaux visuels remplacent les anciens, tu vois, dans les esprits. Ouais. C'est un long processus, tu vois. Dès qu'il y a un remake de trucs, on est là à faire mais c'est pas comme avant. Oui, je le sais, moi le premier. Mais petit à petit, ça se met dans les esprits, donc ça je le savais. Fallait y croire, quoi. Mais effectivement, il y avait un petit doute, et c'est là où les démos et les sorties en salon, elles ont été hyper bénéfiques, puisque t'as des gens qui déjà, quand tu vois la queue, on a fait des PAX aux États-Unis, quand tu voyais la queue de ouf. Pour jouer juste à Streets of Rage dans la box fermée, ils avaient fait bien monter la sauce d'Otemu dans une box fermée, et tu voyais les gens, ils avaient le smile de ouf. Là c'est bon, on se dit c'est bon, ouais. On respire. Non, mais je pense que la démo, elle a libéré beaucoup de gens, et parce que justement il y avait cette, je te disais, ce design un peu finalement qu'on trouve plus si particulier en soi, mais par rapport au jeu original, à la série originale. Et en fait, c'est le gameplay qui va faire que le jeu, en fait, Là, il n'y a pas longtemps, je l'ai streamé. Pour te dire, je l'ai streamé en live, comme ça, de manière random, en y jouant avec un pote. Et t'as eu 1000 personnes qui ont regardé le stream, alors que, tu vois, le jeu est sorti il y a super longtemps. Mais c'est juste pour te dire que, voilà, il y a toujours cette aura. Et le jeu, quand même, est aimé. Et ça, c'est quand même cool. Par contre, tu sais, la dernière fois, quand on avait fait le live chez Rétro Bonheur, le processus en fait du jeu, j'ai vu que c'était très court en fait. Ça s'est décidé il n'y a pas si longtemps que ça, avant sa sortie, je veux dire. Parce que tu sais, tu parlais de Dragon's Trap. Dragon's Trap, c'est sorti en 2016, non 2016, il me semble, le remake. Oui, de toute façon, ça a enquillé. Enchaîné direct après Dragon's Trap. Ouais, donc voilà, donc 2016 il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et du coup derrière t'as, il y a Streets of Rage. Vous avez commencé à bosser dessus quand exactement, en sachant que t'allais faire Streets of Rage? Oh, c'est dur à dire, vraiment je m'en souviens pas.
parce qu'on a on a fait des dossiers pour présenter à Sega, etc. Je sais plus trop Ouais. quand est-ce qu'ils ont dit oui. Je sais plus quand est-ce qu'ils ont dit oui, mais bon, le développement a pris 2 ans et demi, quoi. À peu près. Ouais. Ouais. D'accord. Quand même, ça a dû être aussi un soulagement quand ils ont dit oui, Sega. Vous attendiez à un ban ou Bah après, non, on savait que les discussions étaient assez avancées. On savait qu'ils nous aimaient bien et on savait que c'était les bonnes personnes qui parlaient aux autorités de chez Ouais. Sega. Après, tu sais jamais comment c'est un peu opaque, hein, l'organisation des boîtes étrangères, donc, Ouais. surtout japonaises, quoi. Donc nous, on attendait que ça monte et que ça descende. Ouais. Et les mecs, ils nous disaient quand même, ouais, c'est bien parti quand même. Bon. Et ouais, ça s'est fait. Donc voilà. T'avais d'autres questions sur Streets of Rage, Gamu? Oui, tout à fait. Alors c'est sur la bande son. Donc tu avais dit que tu avais un ami qui était dans le business musical au Japon et que c'était comme ça que tu avais eu accès à Yuzo Koshiro puisqu'il répondait pas donc à tes appels, à tes messages. Comment est-ce que c'est le même process? Est-ce que tu es aussi passé par lui pour récupérer Yoko Shimomura quand même qui est quand même la compositrice de Street Fighter 2? Est-ce que c'est le même principe? Ouais, parce que lui, il a un label de musique au Japon, où justement, il fait un peu le même principe que Dotemu, c'est-à-dire qu'il prend les compositeurs mythiques, et en fait, ils font pas des remixes, ils font des albums originaux, donc avec des tracks qui n'ont pas de jeu. Voilà, ils font des albums comme ça régulièrement, donc il avait un portefeuille un carnet d'adresses bien chargé, quoi. Ouais. Bah, justement, je te parlais d'un compositeur, tu sais, XL Middleton. Comment vous êtes arrivé à le toucher, lui? Alors ça, c'est la production musicale a été pas mal gérée par le patron de Dotemu, Cyril Imbert, qui s'est bien impliqué dans le processus et qui lui a pas mal de contacts avec l'industrie du disque notamment. Et bah, des fois c'est tout simple, hein, c'est t'envoies un mail au mec ou au contact de presse, et Ouais. le gars il va marquer Streets of Rage 4 et il répond tout simplement. Voilà, c'est parce comme que ça, quoi. Soit c'est- par agent, soit par kiff direct. Tu vois, il y a même Aurel San qui a fait quoi, vous faites Street of Rage, je vais trop faire un truc, track ouais. pour ce truc là, voilà, machin. Bon, Et c'est finalement trop tard. ça s'est pas fait, mais il était à fond, quoi. Et puis il nous a invités à son concert, enfin voilà. Ouais. Ah bah c'est cool. Non mais parce que XL Middleton pour moi c'est un peu obscur dans la tête des gens parce que moi j'écoute particulièrement cette musique là et je connais ce producteur depuis très 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 longtemps et c'est un peu un producteur qui fait de la musique pour le gangsta rap en fait. Et je me suis dit comment il a pu rentrer en cheville avec vous. Tu sais, pour moi c'est deux univers, tu sais, aux antipodes, tu vois. Le gangsta rap et Streets of Rage, tu vois. Comment on en est arrivé là? Bah, Parce que... des fois, je pense que c'est juste Cyril Imbert donc, qui écoute ça et qui s'est dit ouais, ça serait un bon match et qui allait le chercher, hein. Puis des fois, c'est les agents qui disent bon, bah écoute, sinon, qu'est-ce que tu penses de lui? Bon, bah, donc, je sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais c'est un peu un mélange des deux, quoi. En tout cas, oui, c'est vrai que les choix de la bande-son, ils ont été très judicieux. Je trouve que je pense que ça a largement contribué au succès du jeu. Ah bah, on le savait de toute façon qu'il fallait mettre le paquet là-dessus, hein. On était attendu au tournant, et puis moi je voyais pas comment faire un jeu sans que la bande son soit ultra mythique. Donc vraiment Olivier de Rivière a fait Ouais, Olivier a fait un taf de malade, quoi. Alors moi j'ai encore deux petites questions sur Streets of Rage 4 rapidement. Y a-t-il des messages cachés dans les tags du jeu? Il y a plein de tags partout. Il y a des messages cachés. Bah caché, je sais pas, c'est marqué, quoi, mais c'est beaucoup de références, hein. Julian, qui est celui qui s'est occupé des décors, lui, il a pas grandi avec le jeu, il est un peu plus jeune que nous, Ah, c'est pour mais ça qu'il y a des il les a références. découverts et il a surkiffé. Donc il a vraiment beaucoup joué au jeu, il a fini les 3 plusieurs fois pendant le développement. Alors qu'il avait pas du tout, peut-être pas du tout obligé de le faire. Et du coup, il a caché plein de trucs Sega. Il adore faire fourmiller de détails et tout. Et moi, j'ai pas tout remarqué. Et il y a des gens qui m'ont dit, eh, là, il y a machin, là, il y a des Tortues Ninja dans Ah bon? Ah ouais. Ok. Il y a Ouais, un parce que graphe bon, de Shinobi, il y a... Ouais. je sais pas, il y a un logo de tu Shinobi. taffes dessus, mais tu le vois pas, quoi. Il y a même Chariban aussi dedans, tu le sais, Guélu? Exact. Ouais, il y a Ouais, je Chariban. sais, bien sûr. C'est C'est un peu tagué pour ça dedans. que je demande Chariban, aussi. c'est un pote à nous.
que je salue d'ailleurs. Et apparemment, il y a un des gars justement qui était dans les décors qui faisait partie de sa team. Du coup, il a dissimulé leur blaze un peu partout. Ouais. Ah bah voilà, vous avez la réponse à la question alors. Ouais, moi, je me suis dit peut-être que t'en savais plus du coup. Non, c'est vrai qu'on a. Enfin, il allait pas nous faire une review de son décor du genre. Alors là, j'ai mis machin. Bon, il nous a livré son truc et voilà. Nous, on a fait, c'est trop bien. Moi, j'ai vu ça. Ça déchire tes trucs. Bah, je pas réfléchi plus que ça. Vas-y, Guillaume, pour ta dernière question sur Streets of Rage. Donc, ultime bafouille. Bon, je connais déjà la réponse, je vais me faire envoyer chier, mais est-ce que vous allez tenter de négocier les droits pour Streets of Rage 5 ? Est-ce que tu peux me donner un message subliminal, cligner des yeux, fais quelque chose ? Donne-nous une petite réponse, un espoir, quoi, je sais pas. Ah bah, tout est possible, hein, tout est possible. Là, il n'y a rien de prévu, parce que il faut laisser 25 ans entre chaque Streets of Rage, tu vois, le temps de tout bien découvrir, digérer, etc., quoi. Et puis bon... faut laisser les gens un peu avoir faim du truc, donc on sait pas du tout où ça va aller. De toute façon, tout ce qui est exploitation de licence, c'est toujours un peu délicat parce que tu as des contrats qui ont des durées déterminées, etc. Donc ça va être à Sega. Puis c'est pareil, Sega c'est une autre entreprise, ils vont peut-être changer de mec entre temps, de politique, de trucs. Tu vois, c'est comme Sonic Mania, il n'y a pas de Sonic Mania 2, peut-être qu'il y en aura un, peut-être que je sais pas où ça en est, mais tu vois, après le succès du truc, ils ont pas dit on va faire Sonic Mania 2 tout de suite. Tu vois, eux, c'est une boîte tentaculaire. Streets of Rage 4, c'est un tout petit truc. Rien, jeu. Tu vois. Total War, c'est beaucoup plus juteux pour par exemple. J'imagine qu'on n'est pas sur manager, quoi. Voilà, et puis il y a Sega Europe, Sega Japon, Sega America. C'est tout petit, hein, c'est un jeu indé, hein, Streets of Rage 4. On n'a pas eu trop de soutien marketing de la part de Sega. Même pas un tweet, quoi. Donc, ouais, mais il a fait des bons scores malgré tout, quand même, malgré. Je compte pas tout ce qui est des maths et autres Xbox Game Pass et toutes ces conneries. Mais moi, personnellement, j'ai acheté le jeu, payé 3 fois. Je l'ai acheté 3 fois dans 3 éditions différentes. Je l'ai acheté sur Switch, je l'ai acheté sur PS4 en démat et j'ai acheté l'édition collector avec la boîte Mega Drive que Limited Run a fait. Moi j'ai 3 éditions physiques Xbox One, Switch et PS4. Voilà. Donc moi je l'ai acheté 3 fois plus le Game Pass, tu vois. Et c'est vrai que il y a eu quand même un certain succès parce qu'il y avait une attente. L'attente, elle a été quand même récompensée avec la qualité du jeu parce que vous avez fait du super taf, faut le dire. Et puis quand même les joueurs, tu vois, comme nous on est là, on est au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est comme pour les prochains jeux qu'on va aborder. Nous, tu sais qu'on est là au rendez-vous et la majeure partie des gens, de la communauté des gens qui nous regardent, ils sont tous comme nous. Hein. Ils achètent 3-4 fois le jeu. Et je rigole pas quand je dis ça. Tu vois ? C'est fou. Ouais, bah je sais, hein, je fais pareil. Hein. J'ai une borne comme vous. Et j'ai acheté 500 balles. Ouais, j'ai une New Astro. Les jeux, j'ai acheté 500 balles, mais ça n'a aucun sens, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, pour nous, c'est monnaie courante, on fait ça tous les jours. C'est monnaie Parle pas avec lui, il faut que tu connaisses son histoire. Lui, c'est le high level. Enfin bref, on va passer à la suite, si tu veux bien, Jordi. On va essayer de coller un petit peu au moment où la vidéo sortira, ça sera totalement dans l'actualité. On va aborder Windjammers, et si ça te dérange pas, je vais mettre un petit trailer vite fait. Vas-y donc. C'est parti.
Donc voilà le petit trailer de Windjammer, j'ai préféré le laisser en entier. Donc écoute, on va tout de suite aborder ça. Comme tu l'as dit juste avant, toi tu as été recruté à la base pour ce jeu-là. Tout à fait. C'est peut-être le jeu qui est au sein de Dotemu qui est en développement depuis le plus longtemps, en fait. Bah, comme c'est une boîte d'édition, c'est le premier jeu fait avec une équipe interne en fait. Ouais. Parce que là, maintenant, ça fait combien de temps que le projet il existe, qu'on a entendu parler de ça? Ça fait au moins 5 ans. Facile. Bah ouais, quand je suis arrivé à la boîte, comme tu dis, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on avait un peu perdu espoir, hein, j'avouerais. Parce que, mis à part les premières images qui ont été montrées, là on effleure globalement tout le sujet, mais si tu veux, moi je me suis dit, ça va jamais sortir ce truc. Parce que pourtant, il y a eu bêta sur bêta. Il y a eu une bêta il y a 2 ans, une bêta il y a 1 an, une bêta il y a quelques mois. Il y en a eu 3, je crois, en tout. J'ai testé les 3, il me semble. La dernière, en tout cas, c'est sûr, et celle d'avant aussi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils mettent autant de temps? Parce que pour moi, le jeu était bien, quoi. Il était déjà pas mal avancé. Je me suis dit, punaise, le retard, ça fait un peu peur, tu vois. Donc là, tu vas pouvoir, du coup, nous livrer un peu plus, peut-être les coulisses, vu que quand ça sera diffusé, le jeu sera déjà sorti. Donc, comment ça se fait que le projet a pris autant de temps déjà? Comment ça se fait? Ben, j'y suis pour rien, moi. Ou Ben, c'est en fait, Streets of Rage 4 qui a coupé finalement non, mais c'est parce que l'activité? déjà, il a mis un peu de temps à démarrer pour la simple et bonne raison qu'il a fallu réunir une équipe. Donc ça a mis un peu de temps. Et en attendant que l'équipe soit réunie aussi, il y avait des trucs à terminer sur la version 1 de Windjammers qui était portée sur différentes machines. Oui. Donc ça a un peu traîné et empêché l'équipe de bien démarrer le truc. Après, une fois qu'on a été dans le dur du jeu, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de taf, donc il a fallu recruter les bonnes personnes. On n'est pas forcément tombé sur les bonnes personnes tout de suite. Et puis après, finalement, ça a pris son rythme de croisière. Moi, j'étais un peu partagé entre Streets of Rage et Windjammers, donc ça aussi, ça a causé du retard. Et puis surtout, il y a une composante qui s'appelle le online, qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est vraiment quelque chose qui te rajoute 1 an de développement sur un jeu, parce que c'est un sac de nœuds. Alors déjà, il faut que ça marche bien. Et c'est un sac de nœuds en termes de debug. Et il faut que ça marche sur toutes les machines. Enfin, c'est vraiment un truc assez épineux. Et surtout que là, tu peux pas ne pas avoir un online qui réagit au doigt et à l'œil. Donc il a fallu faire du rollback. Donc ça c'est pareil, quand tu développes pour faire du rollback, il faut que ton jeu il soit prédictible. Il faut que la simulation du jeu soit prédictible pour que ça fasse la même chose chez les deux personnes. Et que ça se resynchronise. Et donc que ça rollback s'il y a une différence. Donc ça prend du temps à tester. Et il faut être synchronisé avec les différents partenaires pour sortir sur toutes les plateformes. Donc ça, effectivement, quand c'est ton premier développement et que t'essuies les plâtres de tout en fait. Donc tout simplement, c'est ça qui a pris du temps. Voilà. C'est en fait le jeu, effectivement, il est prêt depuis un certain temps. Mais après, pour le sortir, c'est que la moitié du chemin. Voilà. Et c'est au niveau de la communication, on a communiqué trop tôt. Là où sur Streets of Rage, effectivement, on n'a pas fait l'erreur de se dire ok, on va pas te communiquer trop tôt. On a attendu d'avoir la roadmap et de savoir à peu près quand on sortirait, même si après on a décalé un peu de 6 mois sur la sortie. Ça a été ça le gros truc. C'est pas qu'on a mis autant de temps à le faire, c'est qu'on a un peu dit trop tôt qu'on le faisait, quoi. D'accord. Vas-y, Gemu, je te laisse commencer par ta première question. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous allez pousser le côté e-sports? Est-ce que vous allez faire de la promotion, essayer de pousser le truc, organiser des tournois? Ah bah je pense que oui. Parce que Après, vous avez tu tapé à vois. mort sur le côté online, donc c'est pas pour rien, je pense. Oui, mais à la fois on a taffé à mort dessus, mais à la fois on n'avait pas les ressources pour essayer de créer, et surtout peut-être l'envie d'essayer de faire trop un traquenard. Évidemment qu'on a envie que les gens se tirent la bourre sur le jeu, quoi. Mais on n'a pas trop focalisé le truc là-dessus. On veut que ça soit quand même. C'est un jeu de déconnade et de marade. On a préféré focaliser cet aspect-là. Et après, peut-être que ça sera des trucs, on va dire, post-launch,
des trucs un peu plus poussés e-sport, mais ça reste pas la cible principale, quoi. Donc vous n'avez pas de plan là-dessus en fait. On n'en a pas de plan parce que c'est beaucoup de ressources en fait. Tu vois, les boîtes qui font ça pour peu de retour en fait sur investissement. Et comme le Dotemu, ça reste une boîte Petite confidentielle, petite taille, machin. Ouais. Là, les gens du marketing et qui gèrent les événements et tout ça, ils gèrent toutes les séries, les sorties de Dotemu. Il y en a 4-5 par an. Faut gérer tous les trailers et les partenaires, etc. Et donc ils sont sous l'eau. Si en plus tu leur rajoutes, ah ouais, il va falloir que tu fasses des événements en live ou d'e-sport et des ligues, etc. Gérer tout ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc, pour moi, ma première question, donc c'est la même équipe finalement que Streets of Rage 4, puisqu'on a quand même un character design qui se rapproche quand même pas mal. Alors c'est pas du tout la même équipe. C'est pas la même équipe. Il y a que moi. Ah ouais, Il y a que d'accord. moi et il y a que moi de commun. La programmation est faite à Dotemu avec des programmeurs en interne, recrutés en interne. Les graphismes aussi sont faits par direction artistique de Simon Perrin d'ailleurs, de la fratrie Perrin, qui sont des dingos du dessin. Et le publishing est fait par Dotemu. C'est un jeu 100% Dotemu, Ouais, quoi. Dotemu, ouais. Donc on a un peu de production de gens qui suivent la prod qui sont communs à Streets of Rage, quoi. D'accord. Et j'avais aussi, j'avais une question aussi assez importante. Comment ça s'est passé tes négos avec ces Data East que vous êtes allé voir? Non, bah, ça n'existe plus, c'est Pandipi. Vous êtes allé Tout voir à fait, Pandipi. c'est pas on. C'est pas on, je sais plus trop Ouais. comment s'est passé le truc parce que c'était avant, parce que c'était pour Windjammers 1, c'était un deal sur la licence Windjammers, Ouais. un deal de quelques années sur la licence Windjammers, et donc le plan de Cyril Humbert, c'était oui, on va faire Windjammers 1 et derrière on va faire le 2, et ça y est, on va commencer notre activité de suite spirituelle, quoi. Et voilà, Windjammers 2, Street of Rage 4, etc. Et justement, j'ai lu sur le net que vous êtes même allé consulter SNK pour avoir leur aval. C'est vrai ça ou c'est des cracks? Bah, SNK, on les connaît puisqu'on a fait des portages Effectivement, on est au émulateurs et tout, et puis on a plutôt des bonnes relations, etc. Donc ça aurait pu être... là, je sais pas trop ce qui s'est passé, comment on a trop discuté avec eux. On a surtout discuté avec les gens de Data East d'origine, qu'on a pu Donc rencontrer. Takaaki Inoue alors. Tu connais Ah, Takaaki Inoue ou pas? C'est le Inoue tout réalisateur court. du premier. Bah moi je l'ai pas rencontré, je suis pas allé au Japon, c'était pendant la naissance de ma fille, donc je suis resté cloué un petit peu là, mais en fait ils nous ont filé, l'équipe de base nous a filé des documents de design de Windjammers 2 de l'époque, par exemple. Ah ouais. Et j'ai vu des trucs que je n'aurais jamais dû voir. Non Si mais tu genre veux. quoi, raconte-nous là, tu peux pas rester comme ça, quoi. Ouais, là, Non, tu je peux vais tout vous nous dire. raconter. Je vais vous raconter. Alors, aussi, il y a des documents de Windjammers 1 aussi qui sont drôles parce qu'au départ, ça devait être tous des animaux, Oui. les gars. Et en fait, dans Windjammers 2, il y a un côté, c'était que des Magical Girls. Ah ouais. Donc, vous avez échappé à ça. Et effectivement, il y avait quelques designs et ça faisait un peu peur. Et ils avaient effectivement l'idée de plein de power-up et tout, etc. Ça allait aller assez loin, même en termes de design. Mais je sais pas s'il y a eu un prototype. En tout cas, il y a eu des sprites, par contre, du 1, il me semble, avec les animaux. Il y a eu quelques sprites. D'accord. Donc ils ont dû faire les deux designs au même moment en fait. Ah bah, je pense qu'ils ont dû faire un petit prototype et une fois qu'ils l'avaient vendu à SNK, je connais pas les détails, mais ils sont partis sur des trucs un peu plus... Ah si, ils voulaient toucher un peu plus justement... L'Occident. Tout à fait. Ils se sont dit, ouais. on va pas faire des humains stylés, quoi. des chiens et tout ça, on va faire des bons gros mecs baraques, voilà, qui envoient du steak. Ouais, parce que ça serait pas passé chez nous, quoi. Ouais. Bah, c'est toujours comme ça, c'est pareil avec Streets of Rage, ils avaient un petit peu la même... C'est l'époque, justement, ils voulaient toucher un peu le marché occidental, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, aussi, est-ce que c'est de ton fait d'aller chercher des super players de Windjammers comme Kei-kun?
Ah bah oui, de toute façon, de notre fait à tous, hein. C'est pas de mon fait. Parce que toi, t'es Bah, connu quand même pour vraiment aimer les jeux japonais, t'as une collection, t'es comme nous, tu mets des jeux dans ta borne, t'achètes des jeux Saturn, t'es fan de la Saturn. Donc je me demandais si tu connaissais Windjammers France, les mecs là-bas, tu vois, et les Morlaisiens, Keikun, etc. quoi. bah, oui, parce que moi je suis allé au Stunfest 1, donc Ouais. voilà, dans le parking, même Ouais, avant, c'était ouais, j'y avant le étais moi parking. aussi. Avant le parking, c'était déjà Moi, une j'étais au upgrade. parking. Ouais, c'était la MJC avant. Avant, Voilà, c'était c'est la ça. MJC. Et bah, c'était la MJC, quoi. Où j'ai vu une photo d'appareils photo jetables de moi et mes potes à l'époque, parce que je jouais à Sur Strike, je faisais des tournois. Moi. Et voilà, donc j'ai pas mal bourré Windjammers. Je kiffais à mort la Neo Geo et tout quoi. Et ouais, donc je connaissais les gars. Et c'est juste, on s'est dit à l'époque, bah ouais, il faut que ce soit les mecs qui connaissent le mieux le jeu qui testent le jeu, quoi, tout simplement. Ouais, pas mal, bien joué. Encore une petite question. Alors, qu'est-ce que c'était que ma question? Ah bah, j'ai oublié, tiens. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de gameplay qu'on n'aurait pas vu dans la bêta? Est-ce qu'on va voir des petites surprises outre les classiques Super Custom, Super Lift, etc. Est-ce qu'on va voir une surprise de ouf, quoi? Non, non, parce qu'il du faut tout biscuit, tester, là. quoi. Pas une surprise de ouf. Après, t'as des petits réglages, etc. Puis des petites subtilités qui peut-être ont pas été trouvées, hein. Des petites D'accord. techniques, des petites option select, hein. Je pense que ça va surtout dompter un petit peu tout le moveset, hein, qui est vachement plus large Tout à fait, qu'avant, ouais. quoi. Mhm. En fait, sur le développement du jeu, moi j'avais beaucoup joué au 1 et je trouve que c'est un jeu parfait. Donc si tu veux, là tu te dis bon bah comment tu fais un jeu parfait? Bon bah faut faire autre chose, quoi. Et moi il y avait quelques petits aspects où je voulais travailler. Par exemple le lob, je trouvais ça vraiment, c'était pas vraiment pour lober ton adversaire. Finalement c'est vraiment un truc pour temporiser, voilà, pour Gagner du contrôler, temps. gagner du temps, contrôler un peu où ton adversaire va aller, pour fermer des angles, etc. Et donc on voulait donner un peu un moyen de réagir à ça et que ça soit un plus qu'il y ait moyen d'attaquer avec ça, etc. Donc du coup on s'est dit on va peut-être faire le saut. Il y avait un jeu indé de frisbee, je sais plus comment il s'appelle, auquel j'avais pas mal joué, mais qui m'avait un peu déçu. Qui avait bien la patate, un jeu, un Dojin game qui ressemblait beaucoup à Windjammers, qui avait ce saut là, et donc on avait vu que ça pouvait marcher visuellement. Après le gameplay était bizarre, mais donc voilà, on s'est dit on va rajouter le saut. Après moi j'aimais bien faire des côtés des amortis, on a un peu pensé le truc comme du tennis, quoi, et même on voulait mettre du 2v2 par exemple. Et alors là le sac de nœuds online, on s'est dit oh là là, on va sortir en 2048, donc on a Ça peut décidé de aller dans couper le une mise à 2v2. jour, ça. Ça peut être fait dans une mise Ouais. à jour, hein, clairement. Après, Ouais. c'est du taf, hein, donc ça sera, à mon avis, c'est une bonne mise à jour, voire un DLC. Un Voire... DLC, ouais, je veux dire. Donc faudra bien voir, faudra regarder ça. Ouais. Mais voilà, on a testé des trucs. Au départ, par exemple, les Super Custom, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un truc un peu plus Mario Kart dans le délire, où je sais pas, t'aveugles l'adversaire, ou tu fous des flaques qui glissent, ou que tu l'immobilises avec des trucs. Donc on a testé un peu ça au départ, mais on se dit C'est dur que à équilibrer, quoi. ouais, c'est dur à équilibrer. Puis finalement, l'esprit du jeu, c'est vraiment un esprit de géométrie et de connaître les angles. Et finalement, et voilà, tu vois, c'est un peu. On voulait pas que ce soit Mario Tennis. Au final, on est un peu revenu là-dessus, quoi. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qui manque? Ouais, les amortis, on a ça. Puis balancer le truc sans contrôler un peu. Enfin, la frappe du tennis, qu'on a rajouté un peu de tennis dedans et une troisième dimension, quoi, pour que les points soient construits de manière différente, quoi. Parce que c'est un peu implacable, si tu veux, dans le 1. Ouais. Tu prends un petit peu un avantage, et puis soit tu as eu plus de réflexes que l'autre, vraiment, ou quand les deux autres ils connaissent bien le jeu et qu'ils ont les réflexes, vraiment, c'est vraiment gratter un peu de situation pour te mettre dans la situation favorable qui va te permettre de gagner des points, quoi. Donc on a ajouté un peu de chaos là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. On verra dans bien. La bêta, on le voit. Dans la bêta, on le voit. Toutes ces subtilités qui sont là. En fait, ça bouge encore plus que le premier, quoi. Ça va un peu plus dans tous les sens que le premier, avec les gros zooms. C'est pas dans les sauts, les
Du coup, ça apporte un peu, je dirais, une dimension un peu plus chaotique, comme tu dis. Ouais, parce qu'en fait, il y a eu un truc à gérer qui est délicat, c'est tout simplement l'aspect ratio de l'écran, et c'est pas anodin, puisque finalement, c'est comment ton frisbee va voyager, tu vois, et t'as un effet. Par exemple, on a beau avoir conservé la même vitesse de disque, on a l'impression que c'était plus lent. Parce que l'écran était plus large, donc du coup t'as parcouru moins de distance ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait une impression de lenteur, donc on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on l'accélère, peut-être qu'on l'accélère. On s'est posé des questions comme ça, quoi, pour que vraiment il y ait un feeling vraiment identique. Il y a un gros travail de rétro-engineering du programmeur Kevin Debrayel qui a vraiment fait du rétro-engineering sur la ROM du jeu, quoi. Vraiment décompilé, quoi, de voir comment et c'est codé pareil, donc logiquement c'est les mêmes sensations. Voilà, les mecs de Windjammers France, ils ont vraiment fait c'est pareil en fait, et ils nous ont demandé des petits détails et tout, et on a ajusté en fonction. Donc là, le côté Windjammers 1.1, enfin 1 pour 1 si tu veux, est là. Ouais, ça c'est une bonne chose. Eh ben, j'ai hâte de mettre mes doigts crochus dessus. Voilà. Ouais. Cool. Est-ce que tu peux, pour parler des secrets, il faut que tu nous donnes un peu de secrets. Il y a des personnages cachés ou pas? Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je sais pas comment la communication est faite là-dessus. J'ai un peu raté. Faut nous dire, est-ce qu'il y a des trucs à découvrir de cachés ou pas? Comme ça, c'est plus En flou. fait, si tu veux, le truc qui se passe dans le gaming moderne, c'est que quand tu sors un jeu, tu dois le faire approuver, etc. Donc il existe sur les serveurs du PlayStation machin avant. Ouais. Donc tu as les achievements, et donc les gens ils extrapolent là-dessus. Donc voilà, je vous laisse extrapoler un petit peu, et puis. D'accord. Voilà. Donc on n'aura pas d'exclus, nous. C'est dommage. Et si on te donne, et si on te fait un PayPal 500 €, là, tu nous dis. Allez. Ah, je vais perdre mon job. Je pourrais plus faire de jeu après. Non, Bon, c'est bon, je retire ma proposition, t'inquiète pas. Non, mais tu peux m'envoyer quand même. Hein. Oui. Comme je t'en ai parlé, vas-y. Juste, voilà. Bah écoute, voilà. T'avais d'autres questions sur Windjammers 2? Non, moi j'ai fini. Ouais. Bah écoute, en tout cas, on est content que le jeu sorte enfin. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Nous aussi. On a hâte de le doser. Peut-être tu parlais du online. Bon, ça c'est une bonne chose, mais nous, on joue, on se tape dessus, quoi. Nous, on veut se régler en direct. Tu vois, nous, on est des mecs de la vieille école, donc. Ah bah, faut le mettre sur la borne. Ah bah moi, il y sera direct, hein, Day One. C'est clair. Donc, il y a des discussions pour une version arcade. Ah ouais. Ah ça c'est du biscuit ça. Mais c'est surtout ça, c'est plutôt de notre fait à nous de se dire, ah nous on aimerait bien le faire quand même sur arcade, parce que c'est quand même très cool, quoi. Ça serait ouf que ça tourne dans les salles du Japon, quoi. Ouais. On a un peu aucune idée de comment passer par où, parce que c'est un circuit qu'on connaît pas du tout, mais donc bon, ça fait son petit bonhomme de chemin. Je sais pas si ça aboutira, mais en tout cas il y a une volonté de notre part. C'est Nesika. Ouais, Nesika. Le EXA, le système EXA, il y a plusieurs plateformes de téléchargement online qui... Techniquement, il n'y a pas de problème. Techniquement, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment le côté publishing. Bon, bah, comment tu fais pour exploiter ton jeu en salle, quoi. Et comment on va financer le portage, et comment... Voilà, c'est autre chose. Hein. C'est un autre projet à part entière, mais en tout cas, il y a une volonté. D'accord. Ouais, ça serait bien, ça, c'est une bonne chose. Bah écoute, voilà, moi de toute façon, je pense le streamer dès qu'il sort. Donc je ferai un stream Day One aussi. Donc voilà, c'est un jeu vraiment que j'attendais et je suis content enfin qu'il arrive. Je fais aussi un big up à Garcin qui adore ce jeu. Il y joue plus ou moins bien, hein. Tu te souviens des affrontements chez moi sur le 1? Ah oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le régler lui aussi là-dessus. Donc voilà, on va passer à un troisième jeu et je fais aussi un petit trailer et après on clôturera.
Ah, mortel, mortel. Alors, est-ce que toi, tu es impliqué dans ce jeu-là ou pas, Jordi? Un petit peu. Un petit peu quand même. C'est-à-dire que on reçoit des builds à Dotemu, et puis comme on est le publisher, bah, on les teste, et puis on fait des retours. Donc je fais des retours, voilà. D'accord. Je sais que tu peux pas encore parler trop de choses de ce titre-là. On va essayer de voir ce que tu peux nous dire, en tout cas là-dessus. Tu sais un peu ce que ça a été les retours de ce que les gens ont vu du premier reveal du jeu? J'ai pas trop suivi. En tout cas sur le premier reveal, ouais, si ça a été bien, bien violent les retours. Enfin, je veux dire violent dans le sens les gens à fond, quoi. Ouais. Et puis les gens ont bien saisi la vibe que Dotemu voulait faire, quoi. C'est vraiment la suite spirituelle du 4, quoi, sur Super Nintendo et son pendant arcade, quoi. Ouais. Tourne derrière moi d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis le t-shirt, tu vois, qui va bien. On voulait l'appeler le 5, hein, d'ailleurs. Le nom du projet, c'est 5. Ah ouais, d'accord. Là, ça a été différent. C'est vrai que le choix de partir sur du pixel art, ça a été vraiment quelque chose de différent. C'est curieux parce que je me dis maintenant, le pixel art, il n'y a plus personne qui va en faire. Bah, si, Tribute Games, ils sont un peu spécialisés dans le pixel art, puisqu'ils ont fait Scott Pilgrim vs. The World, Ouais, et le c'est ça, ouais. Teenage Mutant Ninja Turtle sur Game Boy Advance. Ouais. C'est vraiment des mecs qui passent vraiment par la 2D, quoi. C'est ça. Bah d'ailleurs, il évoque beaucoup Scott Pilgrim, ce jeu-là. Oui, Quand tu le vois, on sent que ça vient de la même boîte, ouais. Ouais. Oui, c'est l'ADN du studio et des graphistes qui sont là-bas, là, qui font du pixel art excellent, quoi. Donc, alors, est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur le jeu? T'as des choses sans vouloir trop rentrer, bien sûr, par rapport à ce que t'as pas le droit de dire. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce Tortue? Est-ce que tu penses que toi, tu l'as testé? Est-ce que tu penses sincèrement qu'on est bien parti? Tu peux nous rassurer là-dessus ou pas? Au niveau gameplay. Ah oui, le jeu, tu vas retrouver des sensations de la Super Nintendo, hein. C'est vraiment une continuation Ouais. de ça, quoi. Donc c'est bon. Ouais, en termes de gameplay, déjà, ils ont dû mettre un peu toute la variété qu'on avait dans Scott Pilgrim. Parce que Scott Pilgrim, il a une move list qui est quand même pas mal. J'espère que, de ce qu'on voit des trailers, en tout cas, on voit que la move list a l'air pas mal riche aussi. Oui, je peux pas dire grand-chose, mais bon, c'est très inspiré de la Move List Legacy déjà. Ouais. Je pense qu'il y a tout ce qu'il y a dans la Move List Legacy, puis après il y a toutes les nouveautés qui vont par-dessus. D'accord. Je peux pas trop Ouais. en parler. Vas-y. Gemu, t'as peut-être des questions qui peut aborder, peut-être Jordi, sur Tortue? Oui, je pense que ça, tu pourras en parler. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé négocier directement avec Nickelodeon et ensuite vous êtes mis d'accord avec Tribute Games, ou est-ce que c'est plus eux qui cherchaient du financement et vous les avez financés? Ça j'aimerais bien savoir. Alors j'essaie de pas dire de bêtises parce que j'ai suivi de loin, mais parce que ça a été assez compliqué, enfin compliqué, pas compliqué, mais long, disons, parce que négociation avec Nickelodeon, puisque la boîte, je crois, elle a changé 3 fois de CEO, je crois, pendant la durée de la négociation. Donc à chaque fois, c'était un petit peu retour à la case départ. Puis tout d'un coup, boum, ok, ça passe. Voilà, mais je pense que c'était surtout c'est une volonté de Tribute? Non, de Dotemu, de faire Dotemu. ça. Peut-être que si l'équipe de Streets of Rage avait été dispo, elle l'aurait fait. Mais ça s'est télescopé, donc les plus à même de le faire, c'était Tribute. Donc ils sont allés chercher Tribute. D'accord. On les avait déjà rencontrés pas mal de fois sur des salons, etc. Et puis voilà, ils ont l'expérience du truc. Ils en ont fait un, Tortue Ninja, comme tu disais. Et puis le Scott Pilgrim. Donc voilà, ça paraissait un bon match. Ouais, c'est clair. Alors, le jeu sera-t-il jouable à 4 online? Parce que tu avais partagé dans le passé que Streets of Rage 4 n'était pas jouable à 4 online pour éviter tous les problèmes de connexion défaillante multipliés par 4 joueurs. Est-ce que celui-ci, ça sera le cas? Est-ce qu'il sera jouable à 4 online? Je sais pas.
D'accord. Ouais, là, j'en demande trop. Désolé. Peut-être. D'accord. Donc, peut-être. D'accord. On en saura plus tard. Peut-être Vraiment, moins, peut-être plus. On verra. rien que tu puisses partager sur le gameplay, du coup. Non, je peux juste te dire que Il y aura des embranchements, je sais pas. Tu sais, je peux rien dire du tout, mais ça, ouais. non, c'est assez proche d'une expérience un peu Legacy, un peu NES, Super Nintendo. Voilà. Disons plus proche de ça que d'un truc plus moderne, quoi. Voilà. D'accord, ouais, donc ouais, ils sont beaucoup inspirés des anciennes versions. Oui, vraiment, je te dis, le projet s'appelle TMNT5 hein, dans les répertoires. Ouais, donc, ouais, bon, ça c'est une bonne chose. Bon, on sent que t'es gêné, on va pas t'indisposer plus par rapport aux questions qu'on te poserait dessus. Non, Ouais, je peux pas vraiment parler du jeu lui-même, je peux parler un peu autour du jeu, mais le jeu lui-même. vas-y, je qu'est-ce que sais- tu peux nous dire autour du jeu? Est-ce qu'il a des gros seins enfin, tu vois, des trucs comme ça. Oh, mais il y a des persos cachés, Bah là, ils ont révélé Ah, April voilà. déjà. il y a des persos pas cachés, Ouais. et voilà quoi. Bah, il y a des boss, l'aventure est suffisamment fournie et longue et pleine de surprises. Ouais. Ça va être du bon jeu à jouer à plusieurs, quoi. Ouais, ça va sortir sur toutes les plateformes, donc ça serait une Oui, bonne oui. chose. Ouais, puis c'est pareil, c'est des mecs qui kiffent, hein, Tribute Games. C'est des kiffeurs, hein, c'est pas. Ouais, c'est comme vous. Ils sont là pour faire du bon taf, hein, donc Ouais, c'est C'est comme pas vous. l'usine, quoi. tu vois toute la vie qu'il y a dans les animations et tout. Bon. C'est pas Ubisoft. Bon, est-ce qu'il y a d'autres projets Rien. au sein de votre équipe qui n'ont pas été révélés et qui vont nous faire plaisir? Bah, Metal Slug Tactics. Ça a été révélé, mais bon. Ouais. Ça a été révélé, oui, ça c'est en cours aussi. Ouais, tu bosses pas dessus, ça, non? Sur quoi tu bosses, en fait, j'ai envie de savoir. Bah ça, je peux Mis pas à en part de parler. faire des mises à jour pour Streets of Rage 4. Je peux pas en parler parce que déjà, je suis toujours en train de travailler sur le patch de Streets of Rage 4, donc le prochain projet est C'est dans du les rétro ou tuyaux. pas? Et dans les tuyaux. Alors là, je peux rien dire, mais genre rien du tout. Poker face. Ouais. Mais il y a un truc dans les tuyaux, donc. C'est rétro ou pas? Même pas rétro, t'as même pas le droit de dire si c'est rétro. Là, tu reveals rien. Ouais. Non, mais c'est pas la peine de me tirer les verres du nez. Je meurs d'envie de dire des trucs, mais je peux pas dire de trucs. Ouais. Moi, je dis des trucs quand même à mon taf. Hein. Quand on m'annonce des bonnes nouvelles et que j'ai pas le droit de les dire, je fais des bandes annonces, tu vois. Ah, mais là, par exemple, il y a rien qui est signé. Donc, tu vois, si je fais foirer un deal parce que je parle. Ah non, là, c'est pas bon. J'ai déjà failli faire foirer le C'est deal pour Streets of Rage 4 parce que j'étais tellement content qu'on veuille le faire que je commençais à en parler à tout le monde et que les mecs m'ont dit: oh, minute papillon, on essaye de faire ça en scred, tranquillou, calme-toi. Donc, Streets of Rage 4, vous allez continuer de suivre le jeu En encore. tout cas, ça va être de la balle. Hein. Ça va être de la balle quand même. On en doute pas. Ouais, mais ça, on n'en doute pas. Mais pour en finir avec Streets of Rage, ce que je voulais dire, c'est que la dernière fois, tu as parlé que vous suivez encore. Tu penses que ce sera le dernier gros patch et après, ce sera fini? Bah là, c'est même plus du patch parce que comme c'est notre dernier truc et on n'arrive pas à lâcher le bébé, quoi. Ouais. Quand je vois la communauté qui parle tous les jours, là, Les gens sont friands de DLC. Les gens sont friands. Ils pourraient être alimentés encore au moins 2 ans, je pense. Hein. Et les gens achèteraient. Bah là, Lizard Cube est pas dispo, donc c'est compliqué. Et comme Benfica a droit de regard sur un peu tout ce qui se fait, c'est un peu compliqué, même si on arrivait à monter un truc, ça serait compliqué de faire un DLC. Ouais, avec tout le travail qu'il y a. Ouais. Faudrait qu'on réfléchisse à quelque chose qui soit pas faisable. Par exemple, une idée qu'on avait, parce qu'on est en train de parler, c'était de refaire les jeux dans Streets of Rage 4, tu vois. Comme ça, les graphismes ils sont là, on les rip un peu comme on a fait avec les persos, mais cette fois-ci on ramène tout le reste du jeu, quoi. Ouais. Et t'as vraiment Streets of Rage, c'est un peu à la, tu vois, Sonic et Knuckles, quoi. T'aurais branché les cartouches sur Streets of Rage 4 et tu peux jouer avec le gameplay de Streets of Rage 4. Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est du boulot. Avec le prochain projet qui démarre et tout, ça ferait que le repousser, etc. Et en plus, il y a un côté perception des joueurs. Tu vois, là pour le coup, ils pourraient se dire: ah bah quand même, c'est du ressucé, c'est du copier-coller, alors que c'est pas du copier-coller, c'est du travail
colossal, mais c'est le côté perception qui nous fait un peu nous dire bon bah nous si on fait quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'original et sinon on le fera pas quoi. D'accord. Bon, bah, c'est bien déjà que vous le suivez encore, malgré tout, vous n'avez pas envie de le lâcher. Ouais, c'est ça. On va toujours le soutenir, tu vois. S'il y a un bug, des crashs, machin, des petits rééquilibrages à faire, on le fera parce que là, on va quand même. Là, de prochain patch, ça fait vraiment update. Il y a des nouveautés, de gameplay dont je peux pas parler parce que j'ai envie de garder la surprise pour les gens. Mais on se dit, oh, ça devait être juste un patch, mais peut-être qu'on va faire un petit trailer parce que c'est quand même, il y a quand même des trucs sympas qu'on a rajoutés, qu'on aimerait bien que les gens voient, quoi. Nous, on aimerait bien, je sais que mon pote Taki, il aimerait bien Adam de Streets of Rage 1 dedans. Et ça aurait été Adam cool. Ouais. Il voulait le perso dedans, tu sais, comme les autres. Parce qu'il y est pas, Adam. Du 1 Du 1. Bah si, il y a la dame du 1. Non, mais avec le sprite du 1, parce qu'il me demandait ça. Ah, tu veux dire avec le costume, costume du 1, tout pareil. Ouais. Ah non, bah ça malheureusement, il faut du Lizard Cube pour ça, donc c'est compliqué quoi. Ok. Bon. Non, on aurait voulu faire Skate, on aurait voulu faire Dr Zan et le kangourou en HD quoi. Ouais. Mais bon, le temps nous a manqué. Ok. C'est bon, Gamut, t'avais pas d'autres questions? Moi, je poserais bien une petite dernière question, mais ça serait pas Vas-y. sur les jeux, parce que j'ai une petite frustration en fait. Ouais. Comme tu n'as pas voulu nous donner du biscuit sur Teenage Mutant Ninja Turtles, bah moi j'ai envie de te dire action ou vérité, et là tu nous as pas dit la vérité, donc action. Dis-nous un truc sur ta vie privée, quoi. Quand tu as rencontré Saori Kobayashi, et tu nous as dit que tu avais commencé à lui parler, tu avais 14 ans, c'est ça? Ouais, à peu près quoi. Donc c'est la compositrice de Panzer Dragoon, hein, je le rappelle. Et donc tu l'as vu au Japon et donc quelqu'un te traduisait l'échange, alors c'est ça? Tout à fait, ouais. Plus là-dessus parce que c'est quand même. Enfin, moi je le vois pas tous les jours, quoi. Bah, je te dis, j'avais trouvé son mail sur un blog quand j'avais 15 ans, tout en japonais, quoi, mais en surlignant, tu vois, avec la souris, j'arrivais à voir que ça c'est un mail. Donc je vais lui écrire à ce mail-là, et il fallait qu'elle aille chez un pote à elle pour traduire l'anglais parce qu'elle parle pas du tout anglais. Et donc elle me répondait comme ça, et on a entretenu une petite correspondance. Et elle m'envoyait des petits morceaux qu'elle faisait. Moi, je m'intéressais à ce elle faisait de la musique dans les clubs aussi. Je m'intéressais un peu de fusion musique traditionnelle et électronique, de l'électronique, comme elle disait, comme elle dit. Et donc moi, j'ai un peu suivi sa musique comme ça. Et puis bon, on s'est plus parlé parce qu'en plus c'était sur un mail genre free et j'avais plus free. Enfin bref, un truc comme ça. Donc j'avais même plus son mail, etc. Ouais, un truc du style. Et puis quand j'allais au Japon, j'ai juste dit tiens, je vais lui dire que je vais au Japon et demander si on peut se rencontrer. Et en fait, elle m'a tout de suite répondu par le biais de Alex Aniel, qui m'a dit bah je serai là pour faire la traduction. Et là je me suis dit mais c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Et ça c'est vraiment une émotion très très forte. Quand je l'ai rencontré, on allait dans un petit resto, en plus ils nous ont emmené dans un petit resto, tu vois, on serait jamais allé nous, le truc Papignon sur rue là, on serait jamais allé. En plus elle habite pas Tokyo, elle venait de Yokohama. Ah ouais. Donc elle a vraiment un côté, je sais pas quoi, elle a vraiment un côté assez investi là-dessus, sur, je sais pas, sur cette rencontre. Et donc c'était hyper touchant. Et donc voilà, on était là à se regarder, et à pas pouvoir se parler par un intermédiaire. On s'est posé plein de questions. J'ai demandé si elle me donnait des disques à acheter, j'allais aller à la Fnac locale et acheter des disques. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme truc qui est cool? Alors elle m'a fait une liste, tout en japonais. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Le lendemain, j'ai donné ça au gars. Il m'a trouvé des CD. J'ai eu une panoplie de musique traditionnelle, électro obscure, Bon, machin. Et donc ça c'était cool. Et le mec me faisait écouter en avant-première des tracks qu'il faisait. J'avais la chair de poule dans le resto, quoi. Et voilà. Et puis maintenant, on s'échange des messages. J'ai envie. Oui, elle étudie l'anglais. Et donc elle dit c'est bien, comme ça je t'envoie des mails, ça me fait pratiquer. Et moi j'étudie le japonais, donc c'est pareil, ça fait pratiquer.
Et voilà, donc on entretient cette petite relation et Et à ouais, laquelle âge j'ai maintenant, envie de... 90 ans? Non, mais bon. Et en plus, je crois que genre son mari, il est branché avec Yuzo Shiro. Ça doit être pas un ancien d'Ancient, mais c'est un peu branché dans ce milieu-là, quoi. Donc, D'accord. donc c'est des relations, quoi. Bah, bien, hein. Et ouais, j'ai envie qu'elle fasse un Trax pour le prochain jeu, quoi, c'est clair. Tu m'étonnes. Ça serait cool. Ouais. Super, bon, bah, t'as eu ta question ou vérité, action ou vérité, Gemu. T'es content? Parfait. Merci beaucoup. Bon, bah écoute, Jordi, je te remercie d'avoir participé à cet entretien. Merci d'avoir répondu comme tu pouvais aux questions. Je sais qu'on t'a mis un peu mal à l'aise. Je sais que malheureusement, t'as pas le droit de tout révéler non plus. Sinon, ce serait trop facile. Je pense qu'il y en aurait d'autres qui t'auraient posé les questions avant. En tout cas, voilà, on est vraiment heureux d'avoir pu faire cet entretien avec toi. Gemu aussi, je pense. Ah, grave, merci. On va doser Windjammers 2, là, sa sortie, ça va être un truc de ouf. On va en parler, je pense, pas mal. En plus de nous, mettre notre pierre à l'édifice en ayant commandé et précommandé tous ces jeux. Et puis, ben, écoute, on te dit en tout cas à bientôt. On pourrait parler d'un autre sujet, peut-être, on sait jamais, à la sortie de tes jeux secrets, là, que tu peux pas nous révéler. Ah bah, quand vous voulez, hein. Donc, bah, écoute, c'est très gentil à toi. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt. Salut! Ouais, à bientôt. Salabayo!